Incredible. One of the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. How could I possibly be expected to handle school on a day like this? What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Ça y est, on est au milieu du mois d'août et le Canadien a fait aucune acquisition cette année. Niet, zéro, nada. Bon, des acquisitions de Ligue américaine, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des joueurs qui vont venir aider le Canadien au début de la saison et non pas le Rocket de Laval. Ce qui fait en sorte que plusieurs d'entre vous, depuis des semaines déjà, vous posez la question, est-ce que Kent Hughes a raté le bateau? Est-ce que Kent Hughes a bousillé son été 2026? Est-ce que c'est le pire été de Kent Hughes depuis qu'il est à la barre du Canadien de Montréal? Certains vont jusque-là. Et la question, elle est 100% légitime. Je veux dire, l'équipe connaît sa meilleure saison depuis très longtemps avec la plus jeune, ou bon, une des plus jeunes formations de la Ligue, parce qu'après qu'il a échangé Foligno, les Blackhawks sont devenus la plus jeune équipe de la Ligue. Bref, avec une toute jeune formation, on s'est rendu dans le carré d'as. Tout a l'air d'être en place pour quelques améliorations et officiellement entrer dans notre fenêtre d'opportunité. Et on ne l'a pas fait. Donc, oui, cette question-là est légitime. Par contre, il est important de regarder plus loin que le bout de notre nez. Et dans cet épisode, je vais vous dire pourquoi personnellement, je pense que de regarder l'été 2026 de la direction du Canadien de Montréal avec strictement en tête une optique 2026-2027 et non pas big picture, comme disait Marc Bergevin, ben ça peut être l'équivalent de regarder strictement l'arbre qui cache la forêt. Et on va parler à la suite de ça de 26-27 en tant que tel parce que oui, effectivement, il y a beaucoup de raisons d'être déçu que le Canadien ne se soit pas amélioré cet été. Mais d'abord, pourquoi est-ce que je dis que lorsqu'on regarde le big picture, le Canadien de Montréal a peut-être même au contraire cimenté son futur cet été? Ben, la réponse va peut-être être plate parce qu'elle est toute simple, mais c'est la prolongation de contrat d'Ivan Demidov. 8 ans, 9,15 millions de dollars par saison. Au moment même de la signature, l'encre n'était même pas encore séchée, qu'on voyait venir à quel point ce contrat-là allait potentiellement être une aubaine pour le Canadien. Ivan Demidov n'a même pas encore joué un match de sa deuxième saison dans la Ligue nationale de hockey, que ça a l'air encore mieux. Et par le temps que le contrat va entrer en vigueur, parce que non, ce contrat-là n'est pas pour la saison à venir, mais pour la saison suivante, en 2027-2028, on va peut-être déjà parler d'Ivan Demidov comme une des plus grosses aubaines de toute la Ligue nationale de hockey. Pourquoi? Parce que entre le moment qu'Ivan Demidov a signé son contrat et là, il y a eu d'autres signatures de jeunes joueurs à travers la Ligue nationale de hockey. Je dis de jeunes joueurs, mais même de joueurs tout court, de vétérans qui signent à des gros montants. Pensons à Alex Tuch avec les Capitals de Washington. Mais si on compare avec ses contemporains, Ivan Demidov risque d'être peut-être un petit peu dans quelques années un joueur qu'on va regarder, qu'on va se dire, il a été le dernier contrat avant que le marché soit complètement réinitialisé. D'abord, strictement en termes de durée, Ivan Demidov est une aubaine incroyable par rapport à Macklin Celebrini, Leo Carlsson et Connor Bedard. Ces trois gars-là ont signé pour 5 ans alors que lui est signé pour 8 ans. Ça donne encore plus de marge de manœuvre aux Canadiens pour bâtir une bonne équipe autour du noyau actuel. Et le montant est déjà une aubaine par rapport à ces joueurs-là. Imaginez lorsque ces trois joueurs-là, Celebrini, Carlsson et Bedard, vont signer leur troisième contrat, ce qui sera l'an 6 de Demidov. Peut-être que Celebrini, à ce moment-là, va être rendu à quoi? À 22,5 millions de dollars? Peut-être la même chose pour Bedard. Est-ce que Carlsson va vraiment monter? Est-ce qu'il va topper aux alentours de 18? Peu importe. Lui, il va lui rester un autre 3 ans à ce montant de 9,15 millions de dollars. Je veux dire, regardez la dernière colonne. Il y a un contrat de 3 ans plus long que les 3 autres joueurs et c'est quand même le contrat le moins payant en valeur totale des 3. Donc, il ne faut pas sous-estimer à quel point
cette prolongation de contrat-là signée par le Canadien de Montréal est peut-être, honnêtement, le coup de l'été dans la Ligue nationale de hockey. Si j'avais à faire présentement un classement des meilleures décisions, des meilleures signatures, transactions, là, on inclut tout ce qui est un mouvement de personnel, une prolongation de contrat également. Je pense que la prolongation de contrat d'Ivan Demidov est la meilleure signature de tout l'été dans la Ligue nationale de hockey. Et c'est fou quand on y pense. Je parle de priorité dans le cas d'Ivan Demidov. J'avais identifié au printemps personnellement le dossier Ivan Demidov, la prolongation d'Ivan Demidov comme étant le dossier prioritaire du Canadien de Montréal cet été. Il y avait plusieurs personnes qui disaient « Ah non, c'est important, mais c'est pas prioritaire, c'est pas ça numéro 1 parce qu'il reste 1 an. » Mais regardez, s'il n'avait signé ne serait-ce que 2 jours plus tard, le marché avait été réinitialisé. Est-ce que ça veut dire qu'Ivan Demidov aurait signé pour 15 millions? Peut-être pas. Je pense qu'un scénario probable aurait peut-être pu être qu'il aurait joué sa 2e année, espérer connaître toute une saison et là pouvoir arriver et cogner à la porte des dirigeants du Canadien de Montréal et faire « Je le vaux le 15, ces gars-là l'ont eu, je le vaux le 16, je le vaux le 17, peu importe. » En ayant signé ce contrat immédiatement, le 1er juillet, le Canadien n'a rien de moins qu'assurer son avenir et cimenter ce qui risque de devenir le meilleur, peut-être pas le meilleur noyau de la Ligue nationale de hockey pour les 8 prochaines années, mais du moins celui qui va te donner le plus de marge de manœuvre. Je veux dire le meilleur rapport qualité-prix, mais on dirait que j'ai pas envie de dire ça. Parce que d'habitude, quand tu dis rapport qualité-prix, tu sais, quand tu vas acheter quelque chose, rapport qualité-prix dans la vie, c'est comme dans le milieu de gamme, mais t'as quand même un joueur de centre de 100 points gagnant du Selke, un gars de 50 buts, Lane Hudson, puis Ivan Demidov. C'est pas juste du rapport qualité-prix, c'est de la qualité à un prix complètement dérisoire. Et maintenant, quand on regarde le noyau des jeunes joueurs du Canadien qui ont prolongé à long terme, qui étaient au sein de l'organisation et qui ont resté, il n'y a absolument aucun albatros là-dedans, rien qui sort du lot, rien non plus qui peut rendre les autres jaloux, entre guillemets. Tout le monde sont dans des montants qui ont de l'allure. Même Nick Suzuki ne peut pas se dire « Ouais, mais Ivan Demidov à 9,15, c'est beaucoup plus que moi, qui est le capitaine et le joueur de centre numéro 1 de l'équipe. » En termes de pourcentage de plafond salarial, vous le voyez, Ivan Demidov a signé pour moins que Nick Suzuki. Et de toute façon, Nick Suzuki, à moins d'une énorme surprise, va être le premier joueur du Canadien de Montréal à bénéficier de cette réinitialisation du marché. Pour combien va signer Nick Suzuki? Probablement dans 3 ans. On verra est-ce qu'il signe avant la dernière année de son contrat ou peu importe. Ça risque peut-être d'être dans l'ordre du 15 millions de dollars. Honnêtement, faites pas le saut. Ça peut peut-être même être plus, tout dépendamment de où sera rendu Nick Suzuki à ce moment-là dans sa carrière. Il y a beaucoup d'eau qui doit couler par-dessus les ponts, comme disait Loud d'ici là. Mais pour le moment, d'ici la fin du contrat de Nick Suzuki, tu as 4 saisons où tu as ce noyau-là qui est complètement phénoménal en termes de bang for your buck, comme disent les Anglais. Ceci étant dit, j'ai écrit comme titre de ce dernier visuel « Pas de jaloux », mais c'est une des questions qui revient beaucoup cet été, pas juste ici au Québec, mais à travers la Ligue nationale de hockey. Est-ce que les joueurs du Canadien de Montréal vont finir par regretter de tous avoir pris ces contrats-là, et particulièrement Lane Hudson et Ivan Demidov, à mon avis, parce que ce sont les deux, quand tu regardes, qui ont accompli le plus très tôt dans leur carrière et qui ont, au final, pris le moins. Je veux dire, quand on regarde en termes de pourcentage, c'est plus bas que Cole Caulfield. C'est un peu plus élevé que Juraj Slafkovský, mais là, on avait vraiment accompli plus que Juraj Slafkovský en 1 an du côté de ces jeunes joueurs-là. Donc, c'est peut-être eux qui vont en venir à se poser des questions. Sauf que, en même temps, et c'est une question tout à fait légitime, le fait qu'il n'y ait personne au sein de l'équipe, et là, vous voyez que je n'ai pas encore parlé de Noah Dobson, il n'y a aucun joueur au sein de l'équipe, développé au sein de l'équipe, qui a un contrat un peu anomalie, qui peut rendre les autres jaloux. Je pense que ça va contribuer. Mais là, de toute façon, on est vraiment dans l'hypothèse. Ni vous ni moi ne connaissez les joueurs personnellement.
quelle est la culture d'équipe, à quoi ça va ressembler. C'est sûr que tu regardes ce qui se fait à travers la ligue, puis tu te dis, damn, eux, ils font tout cet argent-là et pas nous, mais t'es pas avec eux au jour le jour. Quand, au sein de ton vestiaire, il n'y a pas de joueur dans cette situation-là, c'est peut-être différent. Et oui, il y a Noah Dobson. Mais Noah Dobson, c'est un joueur qu'on est allé chercher, et c'est un joueur qu'on est allé chercher qui ne risque pas de venir poser problème à la signature d'un autre contrat. Qu'est-ce que j'entends par là? Je pense à la situation Jason Robertson avec les Stars de Dallas. Les Stars de Dallas font l'acquisition de Mikko Rantanen. On lui donne le gros contrat. On lui donne le 12 millions par année. Bang, c'est réglé. Et hop, palaille! Parce qu'on avait un autre gars qui est allié lui aussi, qui est à peu près à la même place, qui produit, qui veut cet argent-là aussi. Jason Robertson. Puis il faut le signer éventuellement dans pas long. Et Jason Robertson est arrivé. Il a fait toc, toc, toc. Moi aussi. 12 millions, un petit peu plus. Parce qu'on est un petit peu plus tard, puis là, les Stars sont comme non. Il n'y a pas de joueur dans cette situation-là du côté du Canadien de Montréal. Le seul qui aurait pu l'être, c'était Lane Hutson. Et guess what? Lane Hutson a quand même pris un contrat vraiment avantageux. À moins que David Reinbacher se soit trouvé, je sais pas trop, moi, une paire de patins de Bobby Orr, là, comme dans Like Mike. J'allais dire l'année, j'ai aucune idée dans quelle année est sorti ce film-là. Bref, il n'y a aucun jeune défenseur, il n'y a plus aucun autre joueur qui peut arriver et vouloir signer en se disant non, moi je prends ce montant-là et sinon je vais aller le chercher ailleurs. C'est réglé pour plusieurs années du côté du Canadien de Montréal. Donc, oui, je pense que la prolongation de contrat d'Ivan Demidov est à ce point importante qu'il faut considérer ça comme le grand chelem. Rien de moins, le carrousel, en fait, du Canadien de Montréal cet été. Mais vous êtes tout à fait en droit de vous demander, OK, mais ça reste que pour 2026-2027, il me semble qu'il y avait quelque chose à faire, non? Il me semble qu'il y avait une opportunité à saisir. Ton équipe vient de faire le carré d'as, c'est une belle jeune formation. Pourquoi ne pas l'avoir amélioré pour essayer de mieux bâtir là-dessus? Ben, la réponse toute simple serait rien ne sert de courir, il faut arriver à point. La vérité, c'est que probablement comme plusieurs d'entre vous, oui, il y a une déception de mon côté lorsqu'on regarde et qu'on se dit que c'est peut-être encore Oliver Kapanen, c'est Jake Evans, c'est Alex Newhook qui va piloter le deuxième trio. On n'est pas allé chercher d'aide à droite en défense. Est-ce que vraiment on croit beaucoup en David Reinbacher et qu'on va lui donner cette chance-là de saisir ce poste au camp d'entraînement? Et j'ajouterais même que les non-signatures au moment où on se parle d'Arber Xhekaj et de Zachary Bolduc, moi, c'est quelque chose qui m'inquiète encore un petit peu. Je comprends que ce n'était pas des dossiers prioritaires, que ce ne soit pas encore réglé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je trouve particulier des dossiers Xhekaj et Bolduc, c'est qu'on n'entend pas parler nulle part qu'il y a des négociations difficiles ou quoi que ce soit. Ça me permet de me poser la question, est-ce que vraiment on est en attente dans ces dossiers-là de peut-être faire la fameuse acquisition qu'on cherche à faire? Je ne sais trop, mais oui, effectivement, il y a des questions à se poser pour 2026-2027. Sauf qu'en même temps, je comprends, je suis le premier à vouloir un joueur de centre. J'étais le premier à vouloir de l'aide en défense, peut-être un gros ailier capable de marquer des buts pour venir donner un peu de poids au deuxième trio, ou du moins au top 6, peu importe comment on viendrait réorganiser la formation à ce moment-là. Reste que le Canadien en 2025-2026, c'est une équipe qui a fini 7e dans toute la Ligue nationale de hockey en attaque. C'est une équipe qui a fini 6e au classement général. Et malgré un début de saison catastrophique, on a trouvé le moyen de terminer au milieu du classement, au 16e rang en défense. Encore une fois, je le répète, avec une jeune formation. On est encore, on peut peut-être l'oublier parce que cette équipe vient d'accéder au carré d'as, on est effectivement encore à un stade où l'amélioration organique du Canadien devrait arriver. Sauf que je peux comprendre les personnes qui diront qu'il y a un petit peu de pensée magique derrière tout ça. Le Canadien est extrêmement chanceux, après avoir été extrêmement malchanceux pendant plusieurs années, point de vue blessure depuis quelques années. Et soyons honnêtes, même si cette formation est très bonne, elle est une des formations qui peut le plus voir sa saison dérailler en raison de blessures dans toute la Ligue nationale de hockey. Une simple blessure à Nick Suzuki de, honnêtement, 10 à 20 matchs peut complètement changer la donne du Canadien de Montréal en 2026-2027. Ça risque d'être extrêmement serré dans l'Atlantique. Perdre Nick Suzuki, t'as carrément plus de ligne de centre que d'allure.
ça peut, sur 20 matchs, honnêtement, la simple perte de Nick Suzuki, ça peut te coûter énormément de points et peut-être te faire passer du 2-3e rang de la division à rater les séries. Mais même ça, est-ce que ce serait quelque chose de catastrophique? Dans les médias traditionnels, puis quand j'étais à la radio, on le faisait tout le temps, puis c'est correct, c'est normal, on cherche des sujets à ce temps-ci d'été, et on se pose tout le temps la question, dans le genre d'été que le Canadien de Montréal présentement, est-ce que rater les séries serait la catastrophe pour le Canadien l'an prochain? Je dirais à ça, tout dépend du scénario. Mais dans le scénario où ce sont, exemple, des blessures qui font rater les séries aux Canadiens, dans un scénario où tu rates les séries avec 95 points, ce ne serait pas quelque chose de catastrophique. Et c'est drôle parce que ce qui m'est venu en tête lorsque je pensais à ça, c'était le Lightning de Tampa Bay en 2016-2017. Souvenez-vous, le Lightning, après une certaine petite reconstruction qui leur a permis d'aller chercher, entre autres, Victor Hedman, Steven Stamkos, après ça, Andrei Vasilevskiy, Kucherov, Drouin, etc. Ça, on était... Bon, Drouin, finalement, n'a pas fait partie vraiment du noyau, là, mais on l'a échangé contre Sergachev. Kucherov a été un choix de deuxième ronde, mais bref, on est arrivé, on fait les séries 3 ans de suite, on les avait ratées 5 fois en 6 ans, et dans les 2 saisons précédentes, 2016-2017, donc 2015-2016 et 2014-2015, en 2014-2015, on se rend carrément à la finale de la Coupe Stanley, on la perd. En 2015-2016, on perd en finale de conférence. L'avenir est rose à Tampa, et souvenez-vous l'été 2016. Minuit moins une, on réussit finalement à s'entendre avec Steven Stamkos qui allait devenir joueur autonome sans compensation. Mais ce n'est pas tout. C'est vraiment l'été où on a sécurisé notre noyau du côté de Tampa. On a donné le contrat à Steven Stamkos, on a aussi prolongé Victor Hedman, on a aussi prolongé Andrei Vasilevskiy. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui est arrivé en 2016-2017? On a raté les séries du côté de Tampa. Pourquoi on a raté les séries? Entre autres, parce que ça a malheureusement été une année où il y a eu beaucoup de blessures du côté du Lightning de Tampa Bay. Kucherov a joué 74 matchs, Jonathan Drouin 73. Là, je vous vois en rétrospective rire un peu d'inclure Jonathan Drouin là-dedans. Hey! Il était un des meilleurs marqueurs de l'équipe à ce moment-là. Il avait été très bon dans les séries 2016, Jonathan Drouin. Braden Point n'a joué seulement que 68 matchs. Tyler Johnson, 66. Et Steven Stamkos a presque raté l'entièreté de la saison. En fait, dans les joueurs clés de Tampa, seul Victor Hedman et un très jeune Andrei Vasilevskiy, quand même, il faut le dire, avaient, somme toute, été en santé cette année-là pour le Lightning de Tampa Bay. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que, afin de préparer cet épisode, je suis allé regarder. Et qu'avait fait le Lightning de Tampa Bay à l'été 2016? Pratiquement rien. Un peu à l'image du Canadien de l'été 2026, on n'avait fait pratiquement aucune acquisition de marque chez le Lightning. Beaucoup plus de joueurs de Ligue américaine. On avait donné un essai professionnel à James Wisniewski, mais on s'était concentré à prolonger notre jeune noyau, à régler le plus de dossiers possible de nos jeunes noyaux, et entre autres, particulièrement celui de Steven Stamkos qui avait occupé beaucoup de place. On a raté les séries en 2017, malgré 94 points. On les a ratés par un seul petit point et seulement 3 de moins que l'année précédente où on est allé en finale de conférence. Et à 94 points, on aurait été à égalité au dernier rang donnant accès aux séries dans l'Ouest. On les aurait ratés sur le bris d'égalité. Bref, rien de catastrophique. La preuve, on a pu rater les séries depuis ce moment-là. On a participé à 3 finales de la Coupe Stanley et on en a gagné 2. Je crois qu'un été où on se serait peut-être pitché sur des joueurs qui valaient beaucoup trop cher par rapport à ce qu'ils vont réellement offrir à l'équipe aurait été beaucoup plus dommageable pour le Canadien qu'un été où on n'a rien fait. Oui, même si jamais le scénario des blessures et de rater les séries en 2027 se concrétisait du côté du Canadien, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est un été à oublier pour l'organisation. Mais en toute franchise, le temps nous le dira de ce côté-là, parce que c'est bien beau les contrats à rabais. C'est bien beau tout le monde qui s'aime, qui sont fins, puis tout le monde accepte de pousser pour le bien commun. Éventuellement, cet argent sauvé-là, il va falloir qu'il soit dépensé ailleurs et améliorer l'équipe, parce que c'est comme ça que tu réussis à gagner une Coupe Stanley. L'argent que tu sauves sur tes joueurs vedettes te permet d'aller chercher des joueurs de profondeur. On dit souvent que ce sont ces joueurs de profondeur-là qui t'amènent d'une bonne équipe, qui fait un bon parcours éliminatoire, à une équipe championne de la Coupe Stanley. Et il faudra, dans les 2 prochaines années, que Kent Hughes mette la main à la pâte pour arriver là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec les observations d'aujourd'hui comme quoi l'été
sans point ni coup sûr, au final, de Kent Hughes n'en est peut-être pas un qui est mauvais dans le grand ordre des choses. Dis-le moi en commentaire. T'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui et tu veux en écouter un autre où on regarde les équipes qui dépensent le mieux leur argent dans la Ligue nationale de hockey en vue de la prochaine saison? C'est juste ici. Et on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!